La Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'humanité, mais elle a également été une période marquée par des découvertes incroyables qui ont changé notre compréhension de la science de l'histoire et de l'humanité. Des secrets cachés dans les décombres de la guerre aux découvertes fortuites ayant un impact durable. Cette liste vous présentera 8 découvertes uniques et fascinantes de cette époque tumultueuse. Explorons ensemble les histoires derrière ces trésors oubliés et les percées qui ont façonné le monde moderne. En numéro 8, les chasseurs de chars Jagdtiger de Hitler. La Seconde Guerre mondiale a vu certaines des innovations les plus significatives en matière de guerre. L'Allemagne nazie a concentré tous ses efforts sur la création de l'une des armes les plus terrifiantes, le char de chasse Tigre. Avec sa taille massive et son puissant canon anti-aérien monté sur le dessus, cette création faisait partie du plan militaire allemand pour surpasser n'importe quel ennemi. Mais cela a finalement causé plus de problèmes aux nazis qu'ils ne l'avaient en prévu. Les usines allemandes produisaient prendre des canons d'assaut et des chars par milliers pendant la guerre, mais beaucoup de leurs chars n'avaient pas de tourelles de canon car les véhicules étaient moins chers à fabriquer de cette manière. Cela signifiait donc qu'ils pouvaient en tant que transporter des canons et des blindages plus lourds pour tendre des embuscades aux ennemis. À l'automne 1943, Adolf Hitler a été présenté avec un modèle en bois à l'échelle réelle d'un char de chasse Tigre, avec le canon monté sur le dessus. Chargé au maximum, le Jagdtiger pesait 83 tonnes avec munitions et son équipage de 6 personnes. La plupart du blindage était concentré à l'avant du véhicule, ce qui faisait des côtés et de l'arrière des cibles pour les tirs ennemis. Sa taille et son poids le rendaient également très lent, lui valant le surnom de Bunker Mobile. Il ne pouvait voyager qu'à 21 miles par heure. Même avec un moteur de 690 chevaux, le moteur n'était pas assez puissant pour tirer le poids du Jagdtiger et les chars tombaient souvent en panne. Les canons avaient une portée limitée et il fallait 2 hommes pour charger les munitions et niveler l'arme avant de pouvoir tirer. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes manquaient de carburant et le Jagdtiger n'aidait pas. Il consommait beaucoup de carburant, nécessitait constamment des réparations et était difficile à remorquer lorsqu'il tombait en panne. Les Alliés avançaient alors que la guerre se poursuivait, rendant l'Allemagne nazie désespérée à mesure que de plus en plus de tigres de chasse tombaient en panne. Finalement, se sentant du côté perdant, le chef de la division d'infanterie organisa la reddition des forces allemandes dans la poche de la Ruhr sur le front occidental de l'Allemagne. Numéro 7. Les messages secrets des pigeons voyageurs de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'un agent de probation à la retraite en Angleterre nettoyait sa cheminée, il trouva un message non envoyé datant de la Seconde Guerre mondiale. David Martin découvrit un code secret vieux de 70 ans qui avait peut-être été envoyé par un commandant britannique combattant contre les nazis. La maison de Martin dans le Surrey était proche du quartier général de guerre où l'invasion du jour J avait été planifiée. Les oiseaux étaient méconnus, non seulement pour leur capacité à revenir chez eux avec des messages essentiels derrière les lignes, mais aussi pour leur rapidité et leur capacité à voler haut. Finalement, les soldats ennemis réalisèrent pensant que les oiseaux transportés montraient des messages et commencèrent à les abattre. Beaucoup d'oiseaux parvenaient à revenir là où des soldats du corps des signaux spéciaux récupéraient leurs messages et les envoyaient à leur destination finale par téléphone télégraphe ou messager. Ils étaient aussi importants pour l'effort de guerre que plus de 250 000 pigeons furent déployés par les Britanniques pendant la guerre. Au début, Martin et sa femme pensaient avoir trouvé un nid, mais lorsqu'ils aperçurent la capsule rouge à sa patte, ils savaient qu'il s'agissait d'une découverte historique. Après que le quartier général britannique de déchiffrement de code ait jeté un premier coup d'œil à la capsule, ils réalisèrent donc que le message à l'intérieur avait été écrit par un sergent, qui était probablement un aviateur rapportant au commandement de bombardements classifiés. Il contenait 27 codes, chacun avec une combinaison de 5 lettres et chiffres. Le message était écrit en code, donc c'était top secret. Malheureusement, le message a complètement déconcerté les déchiffreurs de code et ils ont publié le code au public espérant que quelqu'un puisse découvrir quel message important le pigeon transportait lorsqu'il a fini dans la cheminée de Martin. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à déchiffrer le code. Numéro 6. Chasseur d'avions enterrés. Une équipe de travailleurs aux Pays-Bas a découvert un morceau du passé lorsqu'elle a commencé à excavater des cratères de bombes de la Seconde Guerre mondiale remplis sur le terrain de l'aéroport du musée de la base aérienne de Diehl. L'équipe a été stupéfaite lorsqu'elle a balayé des décennies de terre et repéré le nez distinctif d'un chasseur Me 262 Schwalbe.
alors qu'ils continuaient à creuser 4 ports de tir ainsi que le pare-brise de l'avion en verre fortement blindé, et le canon monté à l'avant ont été révélés. Après une journée de travail acharné, ils ont également découvert 2 canons montés à l'avant et les sections d'ailes de l'avion. Ainsi, ils avaient enfin un avion intact de la Seconde Guerre mondiale juste sous leurs pieds, qui était resté caché pendant 70 ans. La tâche est rapidement devenue trop difficile à continuer à la main, alors ils sont revenus le lendemain avec des équipements de terrassement pour libérer cette découverte fascinante. Après cela, il revenait aux historiens de déterminer l'origine de l'avion. Heureusement, ils ont trouvé des preuves dans des documents historiques sur que seulement 9 M262 avaient été abattus dans le pays. Le plus proche était tombé dans un village voisin appelé Elden, mais ce n'était pourtant pas les Alliés qui l'avaient abattu. D'autres documents de la Luftwaffe, les forces armées allemandes, indiquent que les Allemands eux-mêmes ont abattu l'avion par erreur. Après avoir fouillé un peu plus dans les archives, le musée a découvert que l'avion qu'ils avaient déterré était le premier des ME-262 jamais construits, en faisant une découverte unique. Les travailleurs ne pouvaient s'empêcher de se demander comment l'avion avait fini enterré au fond d'un trou très profond aux Pays-Bas. La réponse est venue en examinant l'état du pays à l'époque où l'avion aurait volé là. La Luftwaffe contrôlait l'aérodrome et plutôt que de laisser leur avion hautement secret tomber entre les mains de l'ennemi, ils l'ont enterré sur place, espérant que personne ne saurait qu'il était là. Pendant 70 ans, ils ont réussi, mais maintenant, grâce à la curiosité d'un groupe de travailleurs de musée espérant préserver le passé, l'avion a été soigneusement retiré et préservé et est maintenant exposé au musée d'Yon. Numéro 5. Le plus grand cuirassé jamais construit. Considéré autrefois comme l'un des plus grands cuirassés jamais construits avec ses 862 pieds de long, le Hachi James Musashi a subi une perte dévastatrice lorsque le navire a pris 19 torpilles et 17 bombes en octobre 1944 pendant la bataille de la baie de Leyte. Il a fallu seulement 4 heures aux forces américaines et australiennes pour le couler, et il était resté à plus de 3180 pieds au fond de la mer Sibuyan, près des Philippines, jusqu'en 2015. Le Musashi était la plus grande classe de navire de guerre lors de son lancement. En utilisant des documents historiques provenant de 4 pays différents et des données topographiques pour étudier le paysage sous-marin, Paul Allen, cofondateur de Microsoft, et son équipe ont passé près d'une décennie à localiser le navire. Contrairement à d'autres navires, les navires de guerre japonais n'affichaient pas leur nom sur le côté de la coque, il a donc fallu du temps et plus de fouilles pour découvrir l'origine de l'épave. Alors que le véhicule sous-marin, sans pilote, s'approchait de la coque en fer rouillé du navire de 73 000 tonnes, il montrait la proue qui avait été endommagée et soufflée par des torpilles lors de l'attaque. Même après avoir tiré leurs armes anti-aériennes dans la mer dans une tentative de créer des geysers suffisamment grands pour abattre les bombardiers torpilleurs américains, le Musashi a échoué et était tombé victime de plusieurs vagues d'attaques. Une autre dent massive a poussé la coque vers l'intérieur où une autre torpille a explosé à l'extérieur du navire. De multiples impacts étaient visibles sous le canon principal de 270 tonnes du Musashi, où ses tireurs ont essayé mais ont échoué à éviter l'impact. Ils ont été projetés hors du pont du navire dans l'eau glacée en dessous. Bien qu'il ait été considéré comme l'un des plus grands navires jamais construits, il était vulnérable aux feux de torpilles perdant de la puissance à cause de l'impact. Alors qu'il coulait, l'air emprisonné à l'intérieur a provoqué une implosion du navire avec 1000 membres d'équipage piégés et 1300 autres secourus par d'autres navires japonais. Quelle force de l'Axe pensez-vous avait la meilleure marine ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour montrer votre soutien. Numéro 4. Le naufrage de l'USS Independence. 64 ans après avoir coulé au large de la Californie, un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale a été repéré par une équipe de la National Oceanic and Atmospheric Administration. L'USS Independence se trouvait au fond de l'océan près des îles Farallon, en Californie depuis 1951. Pourtant, même après tout ce temps, le navire était non seulement en grande partie intact, mais l'équipe a également découvert ce qui pourrait être un avion dans son hangar. Le navire était connu pour avoir participé à des batailles dans le Pacifique, mais ce n'est pas ce qui a causé son naufrage. Au lieu de cela, il faisait partie d'une série de tests de bombes nucléaires à Bikini Atoll entre 1946 et 1958, des expériences menées après la Seconde Guerre mondiale pour étudier les effets des bombes.
Pendant ce temps, 23 dispositifs nucléaires ont été détonés sur dans ou sous l'atoll, qui est une chaîne d'îles coralliennes en forme d'anneau dans l'océan Pacifique, entre Hawaï et les Philippines. Après les tests nucléaires, où 2 explosions atomiques ont déchiré la coque du navire, il a été remorqué de nouveau à San Francisco, où les scientifiques ont étudié les effets de la radiation avant que le navire ne soit décontaminé. Après que les études ayant été terminées, quelques années plus tard, la marine américaine l'a remorqué en mer et a coulé le navire. Près de 65 ans plus tard, l'équipe de la NOAA a utilisé des relevés précédents pour localiser l'Independence à 2600 pieds sous la surface. En utilisant un véhicule sous-marin, ils ont pu voir la destruction qui n'était que quelques trous béants. Une grande partie du navire est encore intacte, il n'est pas clair si le navire sera un jour renfloué. Numéro 3. Les porte-avions sous-marins japonais de la Seconde Guerre mondiale. L'une des inventions les plus étonnantes et intimidantes est apparue pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Japonais ont développé un sous-marin qui servait également de porte-avions. Le sous-marin de classe I-400 a été construit avec l'idée de permettre aux Japonais de faire des raids sur la côte américaine pendant la guerre. La marine impériale l'a développé en espérant avoir une flotte entière de 18 navires, chacun transportant 3 avions de reconnaissance Aichi M6A Sarin qui pouvaient décoller du sous-marin et bombarder à volonté. La chose la plus effrayante à propos des sous-marins était qu'ils pouvaient, stolévant, se rendre à leur destination sans être détectés et mener des raids avant que leurs ennemis ne sachent même qu'ils étaient là. Les sous-marins avaient une grande portée de combat et des torpilles à bord pour des combats de mer à surface rapprochée. C'étaient plutôt des navires sortes redoutables qui auraient été dévastateurs, mais c'était un projet ambitieux avec seulement 3 achevés avant que leur concepteur, l'amiral Yamamoto, ne soit tué. L'idée originale est venue à Yamamoto après l'attaque de Pearl Harbor. Il pensait que l'utilisation de campagnes de bombardement aérien en lançant des avions depuis des sous-marins aiderait les Japonais à vaincre l'Amérique. 1 an seulement après l'annonce de l'idée, les premiers navires sont sortis de la chaîne de production. 4 autres étaient prévus au cours des 2 années suivantes, mais seuls 2 ont été achevés et sont entrés en service actif. Chaque navire pesait environ 5900 tonnes et mesurait presque 400 pieds de long. Ils avaient également une conception unique en forme de 8 pour supporter le poids du hangar à avion qui était étanche et disposait de certains des plus gros canons jamais montés sur un sous-marin. 8 tubes de torpillas en faisaient une pièce de machinerie de guerre dévastatrice. Après toute la préparation pour ces énormes engins, la marine américaine a ensuite capturé et coulé les 3 navires achevés. Numéro 2. Le SS City of Cairo. En 1942, un sous-marin allemand U-68 a repéré le SS City of Cairo, un navire mixte de cargaison et de passagers en route entre Bombay et l'Angleterre. Libérant 2 torpilles, les Allemands ont regardé le navire couler en portant avec lui les 296 âmes à bord au fond de l'Atlantique central. Le navire à 2 ponts et à 2 mâts a été construit en Angleterre en 1915 et pesait plus de 8000 tonnes. Chargé de fer de bois et de laine, le navire a quitté Bombay en direction du Royaume-Uni. Avec les marchandises, un envoi de lingots d'argent a également été placé à bord. Le capitaine a dirigé son navire le long de la côte africaine, zigzagant dans le sud de l'Atlantique. Plus d'1 mois plus tard, après avoir quitté le port du Cap, le navire a été frappé par une torpille. Le capitaine a réussi à maintenir le navire en mouvement, ordonnant à l'un de ses officiers radio d'envoyer un signal de détresse. Les membres d'équipage ont chargé les passagers et les ont descendus dans la mer, essayant de s'éloigner du navire. Lorsque le sous-marin a fait surface, son capitaine a dirigé certains de ceux qui avaient échappé dans les canaux de sauvetage vers une île voisine avant de s'excuser d'avoir coulé le navire et de partir. Le capitaine du SS City of Cairo a guidé les canaux de sauvetage vers une petite île nommée Sainte-Hélène à 490 miles. Après environ 1 semaine en mer agitée, les canaux ont commencé à dériver les uns des autres, certains étant à court de rations et d'autres prenant de l'eau. Certains des canaux étaient endommagés et la plupart des occupants étaient soit malades, soit morts. Pendant presque 2 semaines, les canaux ont flotté sans but avant qu'un autre grand navire, le SS Clan Alpine, qui se dirigeait vers Sainte-Hélène, ne les repère et ne sauve ceux qui restaient. À la fin de l'épreuve, 104 personnes étaient mortes. Il a fallu attendre 2011 pour que la recherche de l'épave du SS City of Cairo et la récupération commencent.
À presque 17 000 pieds sous la surface, l'épave du SS City of Cairo a été localisée à 1000 miles de la Terre la plus proche dans les contreforts de la dorsale médio-atlantique. En utilisant un véhicule submersible, une équipe de Deep Ocean Research s'est mise en quête de l'épave. Malheureusement, les conditions météorologiques et les courants de houle ont rendu la traversée presque impossible. Ils ont également été confrontés à des problèmes d'équipement, les fluctuations de pression et de température provoquant des pannes répétées tout au long de l'expédition. Lorsqu'ils ont enfin localisé l'épave, ils ont trouvé le navire brisé en deux au fond de la mer avec des montagnes de limon cachant les restes du navire. Des parties des hélices et des morceaux de torpilles ont également été repérés près de l'épave. Grâce aux efforts de l'équipe, ils ont récupéré près de 100 tonnes de pièces d'argent, ce qui est considéré comme leur plus grande récupération à ce jour. Numéro 1, le P-40 Warhawk. Le P-40 Warhawk était l'un des chasseurs les plus largement utilisés, y compris lors des attaques sur Pearl Harbor et durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ils n'ont pas été à la hauteur de leur réputation, ce qui les rendait dangereux pour les pilotes qui les pilotaient, non. Bien qu'ils puissent manœuvrer et combattre la plupart des autres avions, le P-40 n'était pas très apprécié par ceux qui le pilotaient. En 1935, lorsque des chasseurs étaient nécessaires, en grande quantité, le P-40 a été mis en production à grande échelle. Après plusieurs tentatives infructueuses de créer un appareil digne de ce nom, le design original a été modifié pour être plus aérodynamique et avoir de meilleures performances en matière de puissance et de consommation de carburant. Il a effectué son premier vol en 1938, mais il a encore fallu des ajustements pour atteindre la vitesse maximale promise de 366 miles par heure. Ils étaient également plus lourds que leur conception originale et le nez allongé posait des problèmes de visibilité pour leurs pilotes. Combiné à leur train d'atterrissage étroit, cela rendait l'atterrissage difficile. Ils étaient également notoires pour leur mauvaise maintenance et l'absence de pièces de rechange. Une tragédie survenue avec un P-40 est celle d'un avion qui a réussi à survivre à l'attaque de Pearl Harbor et qui était en patrouille au-dessus d'Oahu en 1942 avant de piquer du nez et de tuer le pilote. À travers de multiples redesigns et changements de nom, y compris Kitty Hawk Flying Tiger et Warhawk le P-40 est un chasseur infâme qui n'était peut-être pas le meilleur au monde, mais qui a tout de même la réputation d'être un cheval de bataille, qui a aidé les forces britanniques, australiennes, néo-zélandaises, sud-africaines, canadiennes et d'autres à combattre leurs ennemis pendant des années. Merci de votre attention. Pontioch, laquelle de ces incroyables découvertes vous a le plus fasciné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci encore et à la prochaine pour une autre vidéo incroyable, ici même sur American Eye.